Merci à toutes et à tous de votre patience. Maintenant, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter une personne qui est très importante pour moi, quelqu'un qui prend souvent la parole lors de nos événements. Et donc, Sheila Coronel va bientôt prendre la parole. Mais sachez avant tout que lorsque nous avons commencé à organiser cet événement, il n'y a que quelques conseillers privilégiés qui ont commencé à entendre parler de ce que nous allions faire. Et nous voulions justement voir qui avait les meilleures histoires, pouvait nous parler des dernières techniques et parler des enseignements possibles. Et moi, je me tourne très souvent vers une fabuleuse professeure de l'Université de Columbia. Et elle a bien trop accompli pour que je puisse tout mettre en avant. Néanmoins, permettez-moi de dire qu'après avoir été euh, euh, après avoir été journaliste politique à Manille, elle a cofondé en 1989 le Philippine Center for Investigative Journalism, le PCIJ, un centre qui est devenu une référence et c'était un centre qui à l'époque était peut-être une structure un peu expérimentale. C'était une organisation sans but lucratif euh, qui fonctionnait très bien dans le sud. Elle fonctionnait très bien. Cette institution, en quelques années seulement, a mis au point des dossiers sur le président Joseph Estrada qui avait caché des millions de dollars en actifs. Il disait ne pas avoir ses richesses, mais ensuite le Congrès a pu agir. Il y a une grogne populaire et il a démissionné. Sheila, ensuite, a entamé sa carrière d'enseignante, tout autant couronnée de succès. Elle a fait cela à New York, où elle a fondé et où elle dirige d'ailleurs toujours le Stable Center for Investigative Journalism. Elle a rédigé énormément de livres et de guides sur le journalisme d'investigation et je puis vous dire qu'elle a inspiré énormément de jeunes journalistes aux quatre coins du monde. Ensuite, pour ce qui est des autocrates et des kleptocrates, elle a travaillé directement sur ces personnes, notamment avec Ferdinand Marcos et aujourd'hui avec Duterte. Et donc, il était évident qu'il fallait que je demande à Sheila de modérer cette plénière autocrate, oligarque et kleptocrate, la lutte mondiale pour une presse de surveillance. Sheila va donc diriger ces échanges avec quatre journalistes absolument fabuleux que nous sommes très heureux d'accueillir, qui nous viennent de Colombie, de France, d'Inde et du Nigeria. Voilà, Sheila Coronel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dave, pour cette présentation des plus généreuses. C'était un grand plaisir pour moi que d'ouvrir cette conférence et j'espère toutes et tous vous retrouver très bientôt en chair et en os, ou du moins l'année prochaine. Alors, nous avons un très beau panel et je vais maintenant vous demander de répondre à un petit sondage et ensuite on pourra avoir un échange plus direct. Alors ici, ce panel a pour but d'aborder la question de la presse de surveillance. Quels sont nos défis et comment les surmonter? Alors, certains parmi nous ont travaillé dans des environnements très complexes, d'autres le font toujours, certains sont plutôt nous venus dans ce domaine. Et puis, il y a également des journalistes qui n'ont jamais travaillé dans un pays là où la presse est libre. Alors vous savez, moi j'ai démarré ma carrière dans la kleptocratie de Marcos et 35 ans plus tard aux Philippines il y a Duterte et il devrait y avoir des élections l'année prochaine et Ferdinand Junior
eh bien, est en lice à la présidence. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a des démocraties qui sont aujourd'hui confrontées à des crises existentielles, y compris dans le pays où je vis à l'heure actuelle, les États-Unis. On parle beaucoup des menaces auxquelles les journalistes sont confrontés, mais aujourd'hui nous sommes emprisonnés, tués, poursuivis. Il y a la surveillance et le harcèlement en ligne. Et nous sommes inondés par des mensonges. Alors le sondage devrait être là sur votre écran, donc n'hésitez pas. Par ailleurs, nous sommes confrontés à la Covid. En avril, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que la pandémie pourrait servir à éteindre les médias, et les recettes des médias avaient coulé de 75% en 18 mois. Par ailleurs, bon nombre parmi nous sont aujourd'hui en mode de survie et nous avons dû revoir nos ambitions à la baisse pour aller de l'avant dans les réformes. Et aujourd'hui, nous devons faire face à cette pandémie et à ces autocraties et à ce monde polarisé. Et donc aujourd'hui, ce panel va parler d'une question. Est-ce que la théorie du changement du journalisme d'investigation est toujours valide aujourd'hui? Est-ce que, en pointant du doigt les mensonges et ceux qui portent préjudice, on peut réussir à aller de l'avant? Si la démocratie elle-même est menacée, est-ce que le journalisme doit défendre les libertés, mais également la démocratie elle-même? Alors, pour m'aider à répondre à ces questions, je vais brièvement vous présenter nos panélistes, d'éminents journalistes qui ont fait la une aux quatre coins du monde. Alors nous voudrions savoir d'où vous venez, comment vous voyez la démocratie et la liberté de la presse dans vos pays. Et donc s'il vous plaît, aidez-nous à répondre à toutes ces questions. Alors je vais procéder par ordre alphabétique. Nous avons tout d'abord Jos, qui vient de la Caravane. Le premier magazine d'investigation en Inde, Caravane, a creusé la question de l'hindouisme nationaliste et a pointé du doigt notamment Mansin et Moby et leur cercle. Et ensuite, nous avons Olorunniumi qui est PDG et qui a fondé plusieurs centres d'investigation. Et pendant le régime de Sani Abacha, vous avez déménagé aux États-Unis et vous êtes retourné au pays ensuite en 2005 pour diriger une commission sur la criminalité au Nigeria. Et vous avez également remporté plusieurs prix internationaux. Ensuite, d'Europe, nous avons Edoui Plenel qui est l'un des plus grands journalistes politiques en France, ancien rédacteur en chef du Monde, président et cofondateur de Mediapart, une plateforme d'investigation en ligne créée en 2008. Enfin, nous avons Maria Teresa Ronderos, journaliste de Colombie, fondatrice et co-directrice du Centre d'Amérique latine pour le journalisme d'investigation. Avant ça, vous travaillez pour la Open Society Foundation. Vous étiez également rédactrice de bon nombre de livres. Alors, une première question pour nos chers panélistes. Étant donné les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, quel est le rôle de la presse de surveillance dans vos pays, dans vos régions? Et que changent vos travaux? Commençons peut-être par vous, monsieur Vinod Jose. Comment cela se passe-t-il en Inde? Malheureusement, monsieur est en sourdine. Merci beaucoup, Sheila. Alors, tout à fait. Les temps que nous vivons à l'heure actuelle nous mettent sous tension. Je ne parle pas que du journalisme, les démocraties sont également sous pression. Autrement dit, la société et la vie en société, le libre arbitre et la pensée critique sont sous pression. Dans mon pays, nous sommes passés d'une démocratie élue à une autocratie élue. Et on peut voir que les journalistes sont mis sous pression, ce à l'aide de différents outils, des outils qui découlent notamment de certaines règles coloniales,
mais qui découlent également d'instruments plus récents, tels que les médias sociaux, ou encore les règles liées à la rentabilité des entreprises. Et vous faisiez référence à certains cas pendant votre présentation, mais vous savez que justement, en Inde, mes collègues et moi, nous avons été mis sous pression à la suite de nos enquêtes. Et vous savez, on nous accuse de sédition, mais la dernière fois que quelqu'un avait été accusé de sédition de par le passé, eh bien, c'était lorsque nos ancêtres ont lutté pour l'indépendance contre le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, on voit donc que tout est utilisé en tant qu'arme pour réduire les journalistes et le journalisme au silence. Je ne parle pas que d'une seule organisation, mais d'une attaque systémique. Une attaque systémique qui est très difficile à aborder et à contrecarrer pour des journalistes. Les choses sont évidentes et on le voit au Sri Lanka, en Philippines, en Asie, dans notre région. Nous sommes toutes et tous sous pression, nous journalistes, et en Afghanistan, au cours de ces derniers mois, eh bien, les journalistes ont quitté le pays, étant donné la reprise du pouvoir par les talibans. Et en Inde, à vrai dire, nous sommes confrontés à des phénomènes similaires, car aujourd'hui, la religion fait qu'il est difficile d'avoir une certaine pluralité dans les médias. Et donc, pour des organisations indépendantes telles que la nôtre, eh bien, les attaques sont monnaie courante. Et donc, pour nous, la lutte est autant locale qu'internationale, car on peut dire quelque part que les mauvais, les méchants se serrent les coudes. Et donc, aujourd'hui, eh bien, il est important d'agir. Après la Seconde Guerre mondiale, on se disait qu'il fallait renforcer la liberté de la presse, la démocratie, l'état de droit, lutter contre l'oppression. Et aujourd'hui, 70-80 années plus tard, il est important de raviver cette flamme que nous avions il y a autant de temps. Alors, Dapo, vous avez dû quitter le Nigeria à cause de vos travaux de journaliste. Que, que fait donc la presse de surveillance dans votre pays et qu'a-t-elle pu accomplir? Merci beaucoup, Sheila. Alors, je dirais que cette presse, cette forme de journalisme, doit aborder trois éléments clés, mais a toujours dû le faire d'ailleurs. Tout d'abord, cette presse euh, doit analyser les tenants et aboutissants et s'assurer du fait que le journalisme est un projet démocratique. En bref, cela veut dire que nous devons avant tout nous assurer du fait que nous assurons une certaine reddition des comptes dans les processus démocratiques, que nous nous assurons du fait que les dirigeants politiques, les acteurs politiques, eh bien, rendent des comptes étant donné les casquettes, les différentes casquettes qu'ils portent. Ensuite, nous sommes également chargés de nous assurer du fait qu'il y a une agora, qu'il est possible d'avoir un échange avec les communautés, d'échanger des opinions, et ce en vue d'enrichir les débats. Des débats sur les processus démocratiques notamment. Ensuite, nous avons une responsabilité de contre-pouvoir quelque part. Nous devons nous assurer du fait que nous pouvons rassembler les différentes opinions convergentes en vue de les présenter aux politiques. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine liberté, mais il y a des déséquilibres au Nigeria et dans notre région. Alors,
à l'exception de la Namibie, du Ghana et de cette région, eh bien, je dirais que l'on peut retrouver certaines clauses dans des constitutions pour protéger justement nos responsabilités. Et partant, nous devons également faire très attention sur les travaux constitutionnels qui sont à l'œuvre en Afrique et il est important d'utiliser autant que faire se peut justement les définitions qui sont gravées dans les constitutions pour protéger nos travaux. Enfin, qu'avons-nous fait au Nigeria? Eh bien, je dirais que grâce aux processus internationaux dans lesquels nous avons porté notre pierre à l'édifice, eh bien, nous avons pu aller de l'avant au Nigeria et mettre en avant certains modèles pour les rédactions. Nous avons bien entendu fait du journalisme d'investigation, mais qui plus est, je dirais que nous avons pu aller de l'avant avec le journalisme en cas de trouble. Et nous avons pu explorer des pistes de financement spéciales. Alors, Maria Teresa, vous, en Amérique latine, vous a aussi, bon, il y a 30-40 ans, vous avez été confronté à des dictatures et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passait. Qu'ont réussi à faire vos médias dans votre région? Merci beaucoup, Sheila. Alors, dans ma région du monde, je pense que ces journalistes sont très, très occupés. Il y a encore des dictateurs, il y a encore de la criminalité organisée, le narcoterrorisme. Ce genre de réalité présente dans de nombreux pays d'Amérique latine. Des entreprises multinationales abusent de leur puissance. Elles contribuent au changement climatique et il y a une concentration croissante de la richesse. Ce continent voit les pires inégalités au monde. Et ces injustices sont également étayées par des intérêts privés. Il y a énormément de travail par conséquent. Avec notre expérience en Amérique latine, nous n'avons que 2 ans, je dois le souligner. Nous avons déjà travaillé avec 70 équipes différentes de journalistes aux 4 coins du continent et mené de nombreuses enquêtes. Donc ces groupes de surveillance, de veille, ce sont parfois de petites équipes qui ont très peu de budget. Parfois, il y a également des équipes qui résistent dans des grands journaux pour faire du journalisme d'enquête. Et ces personnes couvrent des situations exceptionnelles. Par exemple, ce qui s'est passé avec Alex Saab. Alors, un soutien de Maduro au Venezuela. Ce sont des journalistes en exil qui ont réalisé l'enquête. Ils ont été forcés à s'exiler d'ailleurs à cause de cette enquête et ont demandé des comptes. Ils ont continué leur couverture et Alex Saab a enfin été écroué aux États-Unis après un travail considérable, titanesque. Il y a énormément de nouvelles initiatives transfrontalières et nombre de ces journalistes sont en grand danger au Venezuela, à Cuba, au Nicaragua, au Mexique, au Brésil et aussi en Colombie d'ailleurs. Certains reportages que nous avons réalisés montrent à de nombreux égards le pouvoir de la collaboration et l'importance du journalisme de veille en Amérique latine pour exploiter ce pouvoir, pour se faire entendre aussi. Nous avons par exemple assuré un reportage sur le rôle
de certains acteurs en Amérique latine et dans le domaine politique. Nous avons également étudié les relations avec l'Afrique. L'abattage illégal d'arbres en Amazonie aussi a été couvert. Nous avons également soutenu le procureur mexicain pour, pour condamner les personnes qui avaient tué un collègue, Miroslava Breach. En dépit donc des autocrates, des kleptocrates en Amérique latine et de leur nombre croissant d'ailleurs, le journalisme d'enquête combine ses efforts, continue de demander des comptes au gouvernement, n'abandonne pas. Et même dans les pays où aucun espoir ne semble briller à l'horizon, où l'on ne perçoit aucun changement. Et j'ai vu votre question sur la théorie du changement du journalisme d'enquête. Oui, on dénonce, on met à jour, on met au jour plutôt, et on continue le travail. Mais s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas d'institution, c'est difficile. Mais il faut continuer. C'est ce que ses collègues font parce qu'ils savent qu'à la fin des fins, c'est eux qui l'emporteront. Et c'est ce que nous avons vu au Venezuela avec le cas d'Alex Saab. Ils l'ont emporté, ils ont eu justice en fin de compte. Et je pense qu'en Amérique latine, un travail considérable est réalisé en matière de journalisme d'enquête. Alors je dirais que c'est un âge d'or du journalisme d'enquête et nous sommes très occupés, bien plus que depuis des années. Alors continuons avec la France. Les défis sont différents. La presse est libre. La France est une démocratie mûre. Edoui, pensez-vous que c'est une bonne époque pour le journalisme d'enquête ? Désolé, j'ai oublié de rallumer mon micro. Et bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais chaleureusement remercier le GIGN pour ce travail réalisé au service du droit de savoir partout dans le monde. Le journalisme d'enquête est en première ligne de la lutte pour la démocratie par les temps qui courent, à savoir le respect du premier droit de l'homme pour moi, l'égalité, peu importe le lieu de naissance, l'origine, la croyance, le sexe, le genre et bien d'autres considérations. Je suis en France et la France n'est pas une démocratie si mûre. C'est une démocratie à faible intensité, si l'on veut. Elle est fortement remise en question par des forces non démocratiques. Ce sont des forces qui s'opposent à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à l'indépendance de la justice. Ce sont des forces qui s'opposent à la lutte contre la corruption, des forces autoritaires, racistes, xénophobes, islamophobes, homophobes, sexistes. Voilà la réalité que nous traversons à l'heure actuelle, même en Europe. Nous nous inquiétons toutes et tous fortement de l'essor, non pas uniquement dans les jeunes pays en développement, mais aussi dans les démocraties plus ancrées, les États-Unis, mais aussi la France, l'Europe, la Hongrie, la Pologne, d'autoritarisme, de démocratie autoritaire. Ce sont des dirigeants élus qui ne sont pas démocratiques. Une kleptocratie élue, une oligarchie élue. Voilà le défi auquel nous faisons face aujourd'hui. C'est le vrai péril. À mon sens, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est une chance pour le journalisme, une possibilité. En effet, en ces temps bien difficiles,
nous découvrons notre idéal professionnel, notre idéal démocratique. Un ancien monde se meurt et un nouveau monde prend son temps à advenir. Et dans l'entremise, des forces obscures émergent partout. Ces forces veulent cacher leur prévarication, leurs privilèges, leur corruption. Et c'est là que doit advenir le droit de savoir. C'est là que le journalisme est en première ligne pour défendre la démocratie. Et pour répondre à votre question, je dirais qu'en France, Mediapart, qui est un organisme indépendant, alors que la majorité des organes de presse sont contrôlés par des intérêts privés qui ne veulent pas de l'information au service de l'opinion publique. Nous avons réalisé de nombreuses révélations d'évasion fiscale, de corruption, de violences policières, d'abus de pouvoir, de conflits d'intérêts, de violences sexuelles, etc. Et quel est le défi? Quelle est la grande difficulté pour nous toutes et tous? Et je salue les collègues indiens. Il y a eu des révélations sur des liens de collusion, de corruption entre l'Inde et la France. Nous les avons révélés. Nous avons levé le lièvre avec nos révélations. Nous avons réveillé les sociétés grâce à nos révélations. Mais il en appartient à la société de saisir ce lièvre, ces révélations, de les transformer en une réalité politique. C'est ça le défi démocratique. Très souvent, nous nous trouvons dans une situation bien triste. En effet, nous croyons que nos révélations vont générer une vague populaire, démocratique, mais très souvent elle n'advient pas. Or, nous devons continuer ce travail. C'est essentiel, car c'est notre première mission. Nous devons servir le droit de savoir des citoyens, du public, sans aucune distinction d'origine. Merci. Merci beaucoup pour ces commentaires. Et nous allons continuer. Mais dans l'entremise, nous allons peut-être afficher les résultats du sondage pour voir à qui nous nous adressons aujourd'hui. Alors, bon nombre de nos participants aujourd'hui vit dans une démocratie qui fonctionne. Cela me rassure. 41% dans une démocratie remise en question. Le reste vit dans des situations bien difficiles. Est-ce que cela fait 100%? Oh oui, on dirait en tout cas que nombre de personnes vivent dans des démocraties, mais ce sont des démocraties remises en question. Alors la question, le grand défi pour la grande majorité, c'est la désinformation, les informations fallacieuses et les discours de haine. Aussi, des partis politiques qui ne défendent pas les valeurs démocratiques. La violence d'État, l'extrémisme religieux arrive ensuite, mais dans une moindre mesure. J'espère que vous pouvez voir les résultats de ce sondage. Alors, dans mon pays, le journalisme a de manière générale soutenu les valeurs démocratiques. C'est une bonne chose. Or, il y a également des inquiétudes s'agissant du rôle des journalistes qui ne s'insurgent pas face aux autocraties et face à la polarisation croissante. C'est très intéressant. Alors, je voudrais rebondir sur les résultats de ce sondage et aussi sur les éléments que vous avez tous avancés. Dans les sociétés, les démocraties polarisées, où les libertés s'effritent, où les forces antidémocratiques et illibérales prennent de l'ascendant, comment aller à contre-courant lorsque l'opinion publique veut écouter des vues libérales compte tenu des frustrations suscitées par la démocratie? Que faire dans de tels cas? Que faire lorsque l'on change sa vérité? Comment
renouer avec la discussion civile et la réintégrer dans le cadre des faits. Je sais que vous êtes toutes et tous confrontés à cette réalité dans des mesures différentes et Vinod, nous voudrions commencer avec vous, car l'Inde, comme nous le savons, est un vivier important de désinformation. Comment remettre en avant les faits dans une situation où les gens veulent croire à leur propre réalité? Oui, Sheila. Et la connexion de l'orateur est interrompue, les interprètes vont faire de leur mieux pour vous. Il y a une certaine liberté pour les journalistes, mais il y a une approche organisée. Avec des publications WhatsApp, Facebook. Aujourd'hui, la plupart des gens en Inde ont un smartphone. Chaque ménage, au moins, en a. Donc la pénétration est très élevée. Et donc, si un autocrate et si un organisme politique se développe sur des mensonges, veut se mettre en avant, il y a une technologie, une infrastructure qu'ils peuvent utiliser. C'est ce contre quoi se battent les journalistes et les salles de rédaction. Alors le défi, c'est qu'il n'y a pas de solution immédiate. Mais comme Edoui le disait, il y a une mission. Pourquoi nous sommes des journalistes? Nous sommes là pour documenter, pour demander des comptes au gouvernement. Nous sommes là pour servir le droit des citoyens à savoir. Quel impact cela aurait si nous plions à la pression, surtout dans un pays où les attaques contre les journalistes augmentent, comme nombre de collègues sont en prison, comme en Inde. Un de mes collègues est en prison et ça faisait 2 ans que je travaillais avec lui. Dans mon équipe de caravane, une femme, une journaliste, a été agressée sexuellement lors de son travail. 3 de mes collègues, des hommes, ont été agressés. L'un a même été torturé dans un commissariat de police. Donc, les journalismes sont victimes des exactions de l'État, des intérêts privés ou des foules dans la rue. Et donc, nous mettons en avant la vérité, nous disons la vérité, et donc nous sommes victimes de ces exactions. Nous devons cependant continuer notre travail. Au début de la conférence, le concepteur en chef de Caravane m'a appelé parce que nous avons reçu une menace de mort. Nous sommes le 1er du mois aujourd'hui et nous avons publié un reportage. Le journaliste apparemment doit être poignardé. Voilà la menace. Donc on essaye de s'attaquer à l'esprit du journalisme. On utilise des règles de l'ère coloniale pour écrouer des journalistes, pour les bâillonner plutôt. Ce sont les astuces utilisées. On utilise également du chantage. Mais continuer à faire notre travail, notre existence en tant que telle, c'est notre première ligne de défense. C'est le premier moyen de dire non à cette pression. Et nous espérons qu'enfin, nous serons couronnés de succès dans certains pays. Cela prendra plus de temps, selon le pouvoir accumulé au fil des ans par nos ennemis. Mais en dépit de toutes les difficultés, je crois que nous devons continuer. C'est notre premier travail. Et vous, Dapo, que faites-vous si votre public refuse de vous croire? Ou préférerait accepter la rhétorique populiste ou les mensonges, des mensonges qui sont plus faciles à accepter. Oui, c'est un très grand défi auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle, cela va sans dire. Et je crois qu'il y a également des possibilités.
d'investir davantage dans la vérification des faits, dans l'alphabétisme médiatique. Ce sont des outils très importants qui nous aident de plus en plus. Je crois que les écoles de journalisme devraient également intégrer dans leur cursus, dans leur programme, les ressources pour les élèves qui arrivent. Les élèves sont des jeunes et ils peuvent utiliser de nouveaux outils pour réfuter certaines allégations fallacieuses. Alors je crois que aussi, dans une plus grande mesure, c'est également une possibilité pour le journalisme. Il faut toujours souligner que le journalisme est un projet de démocratie. Cela veut dire que nous devons sceller des alliances créatives avec la société civile, avec des groupes professionnels. Nous devons également voir si dans des institutions comme le Parlement, le système judiciaire aussi, certains acteurs seraient disposés à travailler avec les médias. Et un point très important doit être souligné. Nous devons nous concentrer sur la vérification de faits, des reportages axés sur les faits. C'est très important. Et de grandes tentations existent. Certains perçoivent le journalisme, les médias comme une plateforme de commentaires. Nous devons voir à ce que le journalisme de fait soit davantage mis en avant. Alors, ce qui peut nous aider, hormis les alliances qui peuvent nous permettre de renforcer le journalisme, c'est d'insister sur le professionnalisme, la vérification des faits et un journalisme axé sur les faits. Merci beaucoup. Maria Teresa, faut-il faire quelque chose de plus encore, hormis, outre plutôt cette vérification des faits pour soutenir le projet démocratique? On pourrait en reparler d'ailleurs. Que peuvent faire les journalistes encore dans ce paysage informatif chaotique qui semble plus en proie au mensonge qu'à la vérité? Alors, certains perçoivent également un changement générationnel, des personnes qui comprennent et absorbent l'information différemment. Alors, c'est vrai, certes, il y a une crise de démocratie, une crise d'espoir. La démocratie ne fonctionne plus pour certaines personnes, elle n'est pas à la hauteur des attentes. Voilà pourquoi le populisme a le vent en poupe, qui met en avant des solutions faciles. Donc le journalisme évolue dans un environnement très polarisé et toutes ces désinformations, tout ce discrédit de la démocratie dans lequel s'inscrit le journalisme pose problème. Que faire alors? Comment aller à contre-courant? J'adorais cette expression. Je pense que ce que Vinod a dit, la vérité radicale est tout à fait juste. Il faut être plus radical encore dans sa vérité. Il faut montrer ce que l'on ne montre pas. En effet, beaucoup de personnes comptent sur vous. Je l'ai vu à de nombreuses reprises. Des personnes croient véritablement que vous dites ce que personne d'autre ne veut dire, car c'est dangereux, c'est difficile, car on se fait des ennemis. Ce faisant, on gagne des ennemis. C'est évident. Donc la collaboration est importante pour être plus fort, pour être plus en sécurité. Quand on combine ces efforts, je l'ai fait d'ailleurs en Colombie, dans ma vie, quand nous mettions en avant des reportages sur les paramilitaires, un travail d'enquête, d'investigation. Ce qui nous a aidés, c'était d'unir nos forces avec d'autres organismes médiatiques. Cela veut dire également qu'il faut utiliser le pouvoir des collectifs, des citoyens. Je crois que l'on peut apprendre de l'art, du théâtre, des dessinateurs. Nous vivons dans un monde où l'information est abondante et où il y a pénurie d'attention. Donc, il faut combiner les anciennes méthodes pour atteindre les populations.
mais il faut aussi être innovant, trouver des collaborations, inventer pour intéresser le public, pour pouvoir intéresser les personnes sous un angle différent, capturer, saisir leur imagination, les aider à faire partie de vos enquêtes aussi. Nombre de mes collègues en Amérique latine commencent à le faire et sont couronnés de succès. Je crois qu'il y a énormément de méthodes de franchir ce fossé, de renforcer la crédibilité aussi de manière radicale, innovante, plus radicale et innovante en tout cas que les médias bien ancrés et conventionnels. Edoui, vous avez parlé de l'ancien ordre qui se mourait, mais du nouvel ordre qui devait encore advenir. Que faire alors dans l'intervalle entre la mort de l'ancien ordre et la naissance du nouvel ordre? C'est à moi que vous posez la question? Non, non, je posais la question à Edoui. C'était la métaphore qu'il avait utilisée. Et j'appréciais d'ailleurs, je trouvais cette métaphore tout à fait bien choisie, cette mort et cette naissance. Donc nous sommes dans cet interregnum assez bizarre. Le nouvel ordre n'est pas encore là. Chez là, oui, que faire? Nous combattons les monstres. Oui, ces monstres, ces démocraties autoritaires sont des monstres. Certains collègues vivent sous des dictatures. Mais l'événement politique de la dernière décennie, c'est la démocratie autoritaire. Un pouvoir élu, une fois élu, ces dirigeants combattent les droits les droits fondamentaux de la personne. La question de l'avis, de l'opinion est la question la plus importante. En ces temps, notre adversaire, c'est l'opinion, le règne de l'opinion. C'est le paradoxe. Alors nous sommes en faveur de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, et nous le voyons, nous voyons que l'on dévie, que l'on dévoie la liberté d'expression en faveur de rumeurs, d'informations fallacieuses, de propagande, de racisme, de xénophobie, d'idéologie inégalitaire. C'est ça la question. Le règne de l'opinion contre celui de l'information. Et Sheila, et mesdames et messieurs, vous le savez, ce combat est ancien. Et ce combat est encore exacerbé par la révolution numérique, par les réseaux sociaux. C'est un ancien combat. En 1968, c'était 67 plutôt, la philosophe Hannah Arendt, dans le New Yorker, sur la vérité et la politique, elle a écrit la vérité des faits, à savoir la vérité la plus fragile et la plus importante dans la démocratie, sont contre la vérité d'opinion, la vérité de conviction, la vérité de croyance, la vérité de propagande. Là réside le défi. Et notre rôle, la responsabilité démocratique des journalistes est d'insuffler la vérité des faits. Il faut penser contre ces convictions, contre ces croyances. Il faut penser avec une certaine liberté de penser. Ce n'est pas une nouvelle question, c'est une vieille question qui se part de nouveaux atours avec la révolution numérique. Enfin, un dernier mot. Et je crois que notre ami du Nigeria raconte la même histoire. Le numérique est une grande possibilité pour cette lutte. En effet, et c'est là notre expérience avec Mediapart. Cela fait 14 ans déjà. Nous sommes un média numérique, un acteur pur, comme on dit,
sans groupe médiatique, du journalisme et encore du journalisme. C'est tout. Pas de publicité, pas d'autre modèle économique que le service des intérêts de notre public via abonnement. Et cela fonctionne au niveau économique, au niveau professionnel aussi. Cela fonctionne, c'est un exemple aussi pour les autres membres de la profession. Nous démontrons qu'avec notre travail, nous pouvons créer de nouvelles situations en informant. Et ce que j'ai connu, moi, je viens de la vieille presse, la presse imprimée, et j'ai découvert un journalisme plus durable, un journalisme plus documenté, un journalisme plus crédible, plus vérifié, plus participatif, un journalisme qui crée une nouvelle relation avec le public. Nous suscitons la confiance avec notre public. Enfin, pour répondre à votre question, ce n'est qu'un combat, c'est un ancien combat du véritable journalisme, qui n'est pas un journalisme d'opinion, c'est un journalisme qui recherche la vérité des faits. Et d'ailleurs, c'était ce qui a été dit au début de la réunion, le journalisme d'enquête. Ce n'est pas une petite partie du journalisme, c'est la base du journalisme. Nous devons lutter contre les informations que les pouvoirs politiques, économiques, idéologiques ne veulent pas mettre en avant. Nous devons révéler ces informations que ces pouvoirs veulent occulter au public. Et si nous livrons ce combat, alors un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, les démocraties seront plus fortes, plus crédibles et plus authentiques. Merci beaucoup. Alors, nos panélistes ont parlé du rôle du journalisme et des journalistes en ces temps des plus compliqués. Et comme Maria-Teresa l'a dit, en effet, nous devons être à l'avant. Mais les autres panélistes ont aussi expliqué qu'il fallait réenvahir l'agora avec de nouveaux faits. Il fallait également que le journalisme soit là en vue de confronter les faits au pouvoir et pour montrer que la démocratie existe. Parce qu'en fin de compte, nous sommes la première ligne de défense. Ensuite, il est important de documenter ce qui se passe pour l'avenir. Parce que même s'il n'y a pas de changement aujourd'hui, c'est important pour l'avenir. Et ensuite, grâce au journalisme, on peut également aider les citoyens à agir en tant que tel. Ensuite, Maria, vous aviez dit qu'on pouvait gagner certaines batailles maintenant, même si on risquait de ne pas toutes les gagner. Et ensuite, pour rebondir sur ce que Edoui a dit, on doit en effet donner la voix aux citoyens, amplifier la voix de l'opposition, de la résistance. En effet, on peut jouer ce rôle. Maintenant, j'ai une question. Un pavé dans la mare pour toutes et tous, et aussi du public. Et ce, en vue, en effet, d'avoir un véritable échange. Et c'est donc une question à laquelle bon nombre de mes amis sur le terrain sont confrontés. Vous-même, quand vous êtes attaqué, lorsque la presse elle-même, la presse de surveillance, est menacée de violence, d'harcèlement, est-ce que nous sommes la nouvelle résistance? Est-ce que le journalisme est la nouvelle forme de résistance? Est-ce que nous devons revoir nos rôles et revoir notre copie et ne pas juste être non partisans dans l'espace? Est-ce que nous sommes la nouvelle résistance? Est-ce que nous sommes forcés par des circonstances historiques à être sur les fronts pour défendre la démocratie et la presse libre? Je vais vous poser cette question à vous, Edoui, tout d'abord. Et membres du public, n'hésitez pas à répondre à cette question dans le chat. Est-ce que vous pensez que les journalistes doivent être la résistance? Alors, Vinod, à vous tout d'abord. Alors, je pense que les réponses aux attaques au journalisme, c'est plus de journalisme. Si les reportages, les enquêtes de fond sont attaquées, eh bien il en faut davantage. Et si les gens nous voient comme des acteurs de la résistance, eh bien oui, nous faisons de la résistance, mais
C'est de la résistance dans la poursuite de la justice, des vérités cachées, des faits occultés. Et bien entendu certains intérêts bien établis veulent vous clouer au pilori. Parfois, il y a également certains intérêts géopolitiques majeurs qui entrent en jeu. Et il y a également les fanatiques religieux. Euh, et on peut être accolé de toute étiquette en vue de, oui, de faire perdurer ses intérêts. Mais quoi qu'il en soit, on se doit de défendre notre terrain, de poursuivre cette quête de la justice et de la vérité. On ne doit pas trop s'inquiéter, faire du journalisme et plus de journalisme d'investigation, et ce autant que faire se peut. Il est important de collecter des informations, mais ce n'est pas suffisant. On le voit bien en Inde. Et les journaux d'antan, eh bien, aujourd'hui, ils ont été pénétrés par les autorités, par les intérêts bien établis, et donc du coup il est très difficile de s'opposer à la doxa. L'on connaît aussi très peu la limite entre le monde de l'entreprise, les autorités et ces médias, et donc dans tous ces pays dont je parle ici, eh bien il est important de saisir l'occasion de faire davantage de journalisme d'investigation. Oui, en effet, donc quand le journalisme est attaqué, il faut faire plus de journalisme. Et ici, il y a Nathalie qui dit que le journalisme peut devenir l'élément catalysateur de la résistance, mais il ne faut pas dire que c'est la résistance. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Maria? Oui, oui, je suis d'accord. Alors, le fait est que le journalisme peut aider les lecteurs, les publics à comprendre que le journalisme est avant tout un projet de démocratie. Le journalisme ne peut pas exister dans un monde abstrait. Et donc le journalisme, en tant que partie intégrante du projet démocratique, a un mandat clair, surveiller, s'assurer du fait qu'il y a une reddition des comptes pour les pouvoirs établis, et enfin, on doit fournir un espace d'échange sur la place publique. Ensuite, à toute ère, nous avons pu constater que les institutions, elles aussi, ont leur porte d'entrée, leur système. Lors des luttes anti-apartheid, eh bien, les rôles des médias étaient très clairs. Pendant la lutte contre la colonisation, les médias ont joué d'autres rôles. Et donc, aujourd'hui, il est important de voir comment les médias peuvent fournir davantage d'analyses, moins d'opinions, comme Edil l'a dit, et réellement effectuer du journalisme d'investigation, d'enquête, de profondeur. Et ensuite, il est également important de mettre en avant de nouveaux acteurs pour s'assurer du fait que les complices qui, en fin de compte, ont bien huilé certains mécanismes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, eh bien, se retrouvent en marche de nos processus, car ils sont en fin de compte responsables également de certaines campagnes de désinformation. Il est important aujourd'hui de lutter contre cela pour assurer une véritable reddition des comptes. Enfin, pour l'Afrique, et je suis sûr que c'est important aussi pour l'Asie et également les États-Unis, il y a de nouvelles forces qui sont là et qui alimentent la démocratie, mais qui parfois aussi alimentent le fascisme et les autocraties. Et donc nous devons faire très attention pour aider les citoyens à comprendre tous ces tenants et aboutissants. Mais pour y parvenir, il est important de sensibiliser et d'éduquer le public au jour le jour. Alors, il y a des possibilités, je le répète, et de par le passé, nous avons pu agir, mais on ne peut pas dire qu'on a une boîte à outils toute prête. Alors, Edoui, comment répondriez-vous à ce que vous avez entendu? Si la vérité c'est la résistance, alors le journalisme est la résistance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, je ne sais pas si nous sommes la résistance.
Mais je pense qu'on se doit de résister. On se doit de résister à toutes ces forces antidémocratiques. Ce n'est pas qu'un système antipartisan, vous savez, ce n'est qu'une évolution de notre raison d'être. Notre mission. En tant que journalistes, nous sommes sur le front de la démocratie, car le droit à savoir, tout comme la liberté d'expression, pour moi, cela vient même avant les idées politiques. Cela est en amont des institutions démocratiques, avant le droit de vote, le droit d'élire des personnes, d'avoir un gouvernement représentatif du peuple. Vous savez, il y a peu, j'ai découvert quelque chose d'assez ancien en France. Mais bon, vous savez, la France ne respecte pas toujours cette déclaration de 1789 et donc le premier maire de Paris avait proclamé en français la publicité et la sauvegarde du peuple. Alors, pas publicité au sens de pub commerciale, mais tous les faits d'intérêt public. La publicité, c'était le garde-fou du peuple. Et donc, tout cela venait en amont des institutions démocratiquement élues. Et donc, les temps actuels sont des plus curieux. Il y a bon nombre de raisons d'être anxieux, mais d'un autre côté, eh bien, l'on découvre des idéaux. Et oui, le journalisme aujourd'hui n'est plus élémentaire, confortable, facile, sédentaire, de renom. Vous savez, moi j'ai 69 ans. Et aujourd'hui, je me sens plus jeune dans mon boulot qu'il y a 10 ou 15 ans. Parce que aujourd'hui, je me rends compte qu'il est temps de lutter. Et encore une fois, ce n'est pas lutter de façon partisane, c'est lutter pour la démocratie. Et puis, le GIJN, c'est aussi la résistance sans frontières, alors qu'il y a des crises identitaires, de nationalisme, qu'il y a cette xénophobie, ce racisme rampant. Aujourd'hui, avec le journalisme de collaboration tel que celui que nous avons ici, on peut créer de nouvelles solidarités, une nouvelle fraternité. Et c'est une bonne nouvelle, vous ne pensez pas? Oui, merci. Alors, Maria Teresa, même question pour vous, mais ici, le public disait notre boulot, c'est de dire la vérité, mais dire la vérité, c'est faire de la résistance. Et ensuite, Thiago Reis, du Brésil, si je ne me trompe, dit que des journalistes ont été attaqués par les équipes de Bolsonaro hier et la presse a été considérée comme l'ennemi du public et d'aucuns affirmaient que la presse mainstream n'a fait que récolter ce qu'elle avait semé et donc cela engendre une certaine sorte d'isolement. Que faire dans une telle situation lorsqu'on a l'impression que tout le monde cloue au pilori les journalistes professionnels? Alors merci beaucoup pour Sheila pour cette question et vous savez, bon nombre de personnes dans le chat ont dit que le journalisme était aussi nécessaire pour aller de l'avant et qu'il devait également se renouveler. Et vous savez, il y a une certaine crise identitaire dans le journalisme aussi. Et bon nombre des médias
eh bien, étaient également assis à la table du pouvoir. Et cela a eu des conséquences diverses et variées. Et je ne parle pas de l'une ou l'autre présidence ou de l'un ou l'autre pays, notamment le Brésil, mais les collègues ont été clairs. Nous vivons certaines circonstances qui ont une influence directe sur nous-mêmes et donc nous devons gérer ces circonstances. Et les journalistes ne peuvent faire comme si ils étaient complètement détachés de ces circonstances parce que ces circonstances ont des conséquences directes sur nous. Et on se doit de faire preuve de rigueur en interne pour éviter les préjugés et pour avoir une analyse robuste et pour ne pas tendre le bâton pour se faire battre car les régimes autoritaires et leurs marionnettes en profiteront. Il est important d'éviter que les opinions absorbent nos vérités, nos faits, ou tentent d'absorber nos missions, notre mission, nos missions qui sont de mettre en avant des faits. Vous savez, au Venezuela, bon nombre de journalistes se sont dit qu'il fallait faire davantage de journalisme et à un certain moment, les journalistes sont devenus ennemis du gouvernement, une sorte de parti d'opposition. Et la tentation est grande, mais il est important de s'y opposer. J'en suis intimement convaincu. Et puis, je pense que c'est là la résistance. On se doit de se concentrer sur les reportages, le journalisme d'investigation et lutter également contre nos préjugés. Voilà. Malheureusement, madame est toujours en sourdine. Alors, je voudrais continuer cet échange sur les journalismes qui sont victimes d'attaques. Que doivent-ils faire lorsqu'ils sont attaqués? Car cette question revient très souvent. Et donc, il y a Rodrigo Menegal-Chowinski qui a posé cette question. Concrètement, il dit: je ne veux pas être un héros ou un combattant de la résistance. Je veux faire mon boulot, un boulot qui est important pour la société comme d'autres boulots. Alors, voir le journaliste comme un héros, n'est-ce pas dangereux? Ne sommes-nous pas là en train de normaliser les conditions de travail atroces, des conditions de travail atroces dans ce travail? C'est une bonne question, il me semble, et donc je voudrais vous la soumettre. Étant donné que nous sommes nous-mêmes attaqués, devons-nous réfléchir à notre façon de présenter la liberté de la presse et devons-nous également réfléchir aux alliances dont nous avons besoin pour soutenir la liberté de la presse? Qui sont nos alliés? Au local, à l'international? Ensuite, la Russie, la Chine, certains pays à l'international ont également des visions parfois peu libérales de la gouvernance. Et ces gouvernements ont parfois, avec leurs idéologies, le vent en poupe, étant donné les lacunes de notre démocratie. Alors comment réfléchir à notre rôle de la presse libre? Comment le présenter? Et quid de notre rôle de journaliste de surveillance? Alors Dapo, peut-être que vous pourriez être le premier à nous parler de tout cela et créer le lien avec le Nigeria et l'Afrique, bien entendu. Alors oui, oui. Moi, je pense, avant tout, que le journalisme, mais aussi que toutes les institutions sont confrontées à un moment ou à un autre à des processus historiques. Et par rapport aux problématiques clés auxquelles le journalisme est confronté aujourd'hui, notamment les modèles commerciaux qui s'effondrent, la répression, les crises de l'information, les entreprises technologiques qui également gagnent du terrain, eh bien on peut dire oui que l'on vit une sorte de crise existentielle. Et partant,
ici, il est important de voir comment on peut innover. Comment peut-on innover? Car oui, il y a des défis, mais il y a également un tremplin qui s'offre à nous. N'oublions jamais que notre devoir est de s'assurer du fait que, eh bien, on travaille pour le peuple, pour défendre la démocratie. Alors, ensuite, il y a la question des nouvelles formes de journalisme, oui. Et il est important, mais il est important également de réfléchir à l'ADN du journalisme. Comment peut-on utiliser cet ADN dans ces nouvelles formes de journalisme? Comment peut-on appliquer de nouvelles méthodologies, des méthodologies qui évoluent? Mais donc voilà, j'insiste, ce qu'il faut faire, c'est innover, innover dans notre façon de raconter les histoires, utiliser les données également, et ensuite de partager ces informations de façon novatrice. Et ensuite, il faut également réfléchir à notre façon de financer le journalisme, parce que certains modèles désuets sont aujourd'hui complètement atrophiés. Et donc, le travail collaboratif peut par exemple aider, aider en situation de crise. Mais in fine, la question est de savoir comment on collabore, comment on innove dans ce processus et comment on finance le journalisme en ces temps de crise. Très bien. Alors une question difficile maintenant. Le pouvoir du journalisme, c'est le pouvoir de l'amplification, n'est-ce pas? Et donc, nous avons une voix forte. Mais, in fine, nous décidons des voix que nous amplifions. Et en décidant, on ne prend pas forcément parti. Est-ce que cela veut donc dire que l'on réfléchit à ce que veut dire la liberté de la presse? Est-ce que c'est la liberté pour tous? C'est une question délicate que je voudrais poser à Edoui, car j'ai l'impression que vous êtes ici depuis bien plus longtemps que nous. Donc lorsqu'on parle de la liberté de la presse, est-ce que c'est la liberté de la presse pour tous? Oui, non, pour qui, quoi, comment? Est-ce qu'on ne prend pas toutes et tous en fin de compte une décision par rapport aux faits que l'on traite et ce que l'on souhaite être lorsqu'on décide que l'une ou l'autre chose est opportune pour le grand public? Merci beaucoup, Sheila. Alors vous savez, une véritable démocratie, c'est une démocratie pluraliste et c'est pourquoi il y a différents agendas, différents médias également. Et donc, la question c'est de savoir si l'écosystème démocratique est fragile ou solide. Mon travail traditionnellement était de travailler pour toutes et tous, quand bien même cela va à l'encontre de mes amis, de mes coopérations, de mes collaborations, de mes opinions, car je me dois de révéler ce qui est dans l'intérêt public, même si c'est perturbant, étant donné mes convictions ou encore mes croyances. Nous toutes et nous tous, nous avons des convictions. Nous sommes intimement convaincus de telle ou telle chose. Nous avons un patrimoine culturel. Et notre responsabilité l'est justement de faire la part des choses. Parce qu'en fin de compte, si on n'a que mon opinion contre la vôtre, eh bien, alors du coup, on a mon opinion contre la vôtre, votre parti contre le vôtre, ma communauté contre la vôtre, ma religion contre votre religion, etc., etc. Et alors, on va avoir la guerre de tous contre tous. Partant, les journalistes ont la responsabilité de mettre la quête de faits avérés, vérifiés, documentés au cœur de l'agora, du débat public. Il ne s'agit pas de confronter des opinions. Et cela s'entremêle avec la question de l'héroïsme. Vous savez, nous ne voulons pas être des héros. Je suis tout à fait d'accord, nous voulons simplement pouvoir faire notre travail. Mais il y a un problème. Pour les forces autoritaires,
le journalisme, étant donné cette responsabilité, est considéré comme étant plus dangereux que des opposants politiques. Parce que la quête au fait est plus dangereuse pour ses forces, étant donné la corruption, etc., que des opinions dissidentes. Ces forces ont peur de la vérité. Et lorsqu'il y a de grandes révélations sur la corruption, on dit ah, vous êtes courageux, bon boulot, etc. Mais alors moi j'ai tendance à dire, vous savez, nous sommes un petit poisson dans un océan des plus pollués. Et je le dis aux gens, ne nous applaudissez pas, ne dites pas que nous sommes courageux. Travaillez en vue de nettoyer les océans, car les océans, les mers doivent être propres. Et c'est là le boulot d'autres responsables. Et je dirais qu'on ne peut pas avoir que des spectateurs qui observent ces journalistes courageux, champions de la vérité, ces héros. Non. Alors encore une fois, pour résumer, étant donné le virage autoritaire de nos démocraties, quand bien même nous ne voulons pas être des héros, eh bien cela nous amène à une situation de résistance. Et du coup, oui, quelque part, eh bien on a un engagement actif dans ces luttes démocratiques. Et cela est assez nouveau, c'est malaisant, mais c'est aussi également un nouvel idéal pour notre profession. Alors on pourrait encore parler de cela pendant des heures et des heures, car aujourd'hui, bon nombre de journalistes sont confrontés à ce dilemme, mais je voudrais également rebondir sur certaines questions qui ont été présentées dans le chat par le public. Alors, Vinod, vous pourriez peut-être prendre cette question. Que- Comment faites-vous des reportages sur les violences soutenues par les autorités, notamment lorsque c'est des violences alimentées par des religions? Et vous pouvez bien entendu créer des ponts avec tout ce dont on a déjà parlé maintenant. Non. Alors, lorsqu'il y a une narrative fondée sur la religion, et en Inde aujourd'hui l'on voit que l'hindouisme politique a le vent en poupe et que donc les institutions sont mises sous pression. Historiquement parlant, pendant les premières élections après l'indépendance en Inde, eh bien, hmm, il y avait eu quelques votes, mais ici, aujourd'hui, on voit que l'hindouisme politique récolte quelques 37% des scrutins. Et donc, cela est un hic pour toutes et tous, y compris pour les journalistes. Car aujourd'hui, il y a des forces qui ne croient pas en la Constitution. Et le Premier ministre, qui est la rockstar de ce mouvement, n'est pas le seul. Et nous, journalistes, nous avons parfois tendance à nous concentrer sur lui et à créer des liens entre lui et d'autres autocrates. Mais en réalité, il n'est que le fruit d'un processus de plusieurs décennies. Et il n'est que un parmi tant d'autres. Et il y a plusieurs partisans qui croient en une sorte de système tel que celui qu'il défend ou qu'Hitler défendait par le passé, car d'ailleurs lui a beaucoup écrit sur Hitler. Et vous savez, des organisations d'étudiants, de femmes, des réseaux sur le terrain sont là, et il y a des attaques fondées sur les religions. Et l'année dernière, les journalistes de la caravane ont été attaqués. Et lorsque Trump
étaient là, quelques 40-50 musulmans ont été tués. Et les journalistes qui ont fait part de ces meurtres, eh bien, ont été attaqués. Et il a été très difficile pour les journalistes d'aller de l'avant. La polarisation religieuse, pour moi, engendre quelque part de nouvelles réalités qui font que la poursuite de la vérité est parfois plus complexe. Et partant, il est important d'avoir à l'esprit les risques professionnels encourus par les journalistes. Alors il n'y a pas de solution toute faite, pas de solution facile. Il faut avancer au jour le jour, car les problèmes sont pléthores et vont bien plus loin qu'on peut l'imaginer. Ensuite, dans les rédactions, il y a parfois aussi des soucis. Et donc, pour moi, il est important de voir ce qu'il faut faire pour telle ou telle nouvelle. Et il est important de savoir que voilà, on a un rôle à jouer, qu'on doit chercher cette vérité et ensuite effectuer un suivi, quels que soient les dangers. Voilà. Merci beaucoup, Vinod. Alors, nous avons une question pour Maria Tereso d'Ernesto Capral. Alors, dans quelle mesure le journalisme de veille ne doit pas plus être un effort local, national, mais un effort transnational? Maria Teresa, tant que vous y êtes, vous pouvez peut-être répondre à cette question sur le Brésil et la Turquie de Laure Scofield. L'un des outils utilisés par des groupes menaçant la démocratie est le journalisme. Nous avons de nombreux sites qui sont déguisés sous le voile du journalisme professionnel, mais qui regorgent d'informations fallacieuses et antidémocratiques. Comment traiter cela? Comment défendre l'importance du journalisme et préserver la démocratie avec des sites comme cela? Je crois qu'au Brésil, ces sites ont été créés pendant l'élection de Bolsonaro. On a pu voir le pouvoir important de ces sites. C'est des sites qui avaient été fondés avec 200 $ de dons du public soi-disant, et ils avaient des correspondants aux quatre coins du monde. Comment font-ils, n'est-ce pas? Donc, la, la réponse, c'est que la seule solution à ce problème est plus de journalisme. Je crois que le seul moyen d'exposer ce genre de site est d'être conscient de leur existence et de réaliser un journalisme d'enquête. Et parfois, surtout avec la désinformation, le journalisme d'enquête doit être collaboratif. Comme nous le savons, ces entités qui polluent la mer, comme notre collègue le disait tout à l'heure, ces entités travaillent ensemble, sont achetées ou manipulées de manière tout à fait coercitive. Ces entités s'installent dans un pays et créent toute cette désinformation à la veille des élections. Donc nous devons nous doter d'un bras permanent pour le journalisme d'enquête. Je crois que chaque entité journalistique doit faire des enquêtes, pas uniquement de la vérification de faits. Il faut enquêter, exposer qui se cache derrière la désinformation. Je crois que cela revêt une importance capitale. L'autre question, quelle était-elle? Collaboration au niveau transnational, pas uniquement national. Je crois que de plus en plus, nous devons collaborer, que cela soit au niveau local ou ailleurs. Il ne faut pas monter l'un contre l'autre. Le transnational ne va pas sans le local. On ne pourrait pas assurer une couverture locale, on ne pourrait pas réaliser des enquêtes s'il n'y avait pas des acteurs sur le terrain qui font un travail de fond exceptionnel. Sans les connaissances des journalistes locaux, nous n'y parviendrons pas. Je crois cependant que la collaboration doit être de plus en plus présente à l'esprit des journalistes, avec les citoyens, avec les entreprises
tout à fait aux mêmes idées pour avancer parfois au niveau transnational. Nous avons vu dans les Pandora Papers quelque chose d'exceptionnel en Argentine, au Pérou, au Mexique, et des médias du même pays ont collaboré sur les mêmes affaires. Alors bien entendu, ensemble, on est plus fort et leur travail a été bien meilleur que si ces entités avaient été en concurrence les unes avec les autres. Donc la collaboration au sein d'un pays est très importante, tout particulièrement dans les grands pays. Question de Ben Belloa. Comment peut-on aborder une situation lorsque la démocratie est perçue comme une idéologie étrangère, comme si la démocratie était une notion occidentale et ne peut pas être appliquée au reste du monde? Dans de nombreux pays, on ressuscite cet argument. On avance le fait que la démocratie est une importation occidentale, qu'elle ne s'applique pas à une population comme la nôtre. Dapo, oui, j'étais en train d'écrire une question dans la discussion. Alors je pense qu'en fait, nous devons montrer d'où proviennent ces idées, ces informations. Cela provient de sources illibérales des acteurs opposés à la démocratie. En fin de compte, il en va de notre devoir de souligner que dans les institutions, la démocratie repose sur un média qui demande des comptes. Voilà l'importance du journalisme. Nous devons montrer que le mouvement mondial va vers davantage de normes universelles, notamment les droits de la personne. Ça ne va pas de dire qu'il y a des valeurs asiatiques et africaines. On peut le dire, mais en fin de compte, il y a des valeurs universelles humaines. Et il faut veiller à ce que la redevabilité reste sur les rails. C'est le travail des journalistes. Nous avons la même finalité en Afrique, en Asie, aux États-Unis, où que cela soit. Tant qu'il y a des structures de pouvoir, nous devrons demander des comptes pour les populations. Alors les organisateurs nous donnent un peu plus de temps, donc on peut peut-être terminer un peu plus tard. Vous parlez des nombreux défis auxquels les journalistes se sont confrontés. Et peut-être que parfois ça semble un peu nombriliste. Et quand on parle de l'importance de la liberté d'information, de la toxicité de la désinformation, nombre d'éléments sont hors de notre contrôle. Et j'ai cette question. D'après vous, quelles sont les mesures importantes à adopter pour générer un environnement d'information plus partial qui amplifie la vérité et non les mensonges? Un tour de table. Une mesure, expliquez-la. Alors parce que souvent on nous impose des responsabilités. Comme vous l'avez dit, Edwy, nous sommes un petit poisson dans une mer polluée. Il ne nous appartient pas de nettoyer cette mer, mais qui doit travailler à ce nettoyage? Peut-on avoir des réponses bien précises? Tout d'abord, les auteurs de la pollution et aussi les acteurs clés ou les responsables du nettoyage aussi. Edwy, vous avez été l'auteur de cette métaphore avec la mer polluée et les poissons. À vous peut-être. Alors notre discussion est un dialogue entre le pessimisme et l'optimisme. Mais ce n'est pas nouveau. Le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est une vieille phrase, n'est-ce pas? Un vieil adage. Et je pense qu'il faut voir avec franchise la situation, d'où le pessimisme. Et en réponse à votre question, voici ce que je dirais. Je crois que nous devons faire le pari de la société. Nous devons créer une nouvelle alliance avec la société.
c'est la réponse à cette question, est-ce que la démocratie est une exportation occidentale? Et cette fois-ci, il y a des problèmes autocratiques dans des vieilles démocraties, mais il y a 10 ans, en Afrique du Nord, dans le monde arabe, au Moyen-Orient et dans de nombreux pays, la société a créé de nouveaux idéaux. Comme Dapo l'a dit, les valeurs humaines de justice, d'égalité, de transparence, etc., ne connaissent aucune nationalité. Elles ne connaissent pas de propriétaire. Qu'est-il arrivé? C'était une sorte de coalition entre notre gouvernement, nos gouvernements dans les pays occidentaux, avec les anciens autocrates, contre ce soulèvement de la société. Dans notre pays, la France, c'était le grand scandale, l'affaire libyenne, avec l'implication du président de notre République. Une affaire de corruption, c'est un scandale retentissant. L'alliance avec la société est capitale. Voilà pourquoi je prône en faveur du numérique, car le numérique peut créer ce journalisme participatif. Et comme vous l'avez dit, Sheila, il faut être la voix de la société. Cela donne une plateforme en vue de s'exprimer face à la société. Notre ennemi, ce n'est pas un réseau social. Dans mon pays, à l'heure actuelle, les plus racistes, les plus dégoûtants dans les médias démocratiques, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Non, 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 ce sont des réseaux privés, des chaînes de télévision, des chaînes de radio qui sont détenues par des oligarques très bien établis. Ce n'est pas le peuple. Ce ne sont pas des gens du caniveau de la société. C'est le sommet de l'oligarchie de la société bourgeoise. Et les mêmes oligarques qui font des affaires en Afrique en alliance avec les dictateurs sur le continent africain. C'est ça ma réponse. Les révélations et le journalisme coopératif revêtent une importance cruciale. N'oublions pas, nous vivons une époque marquée au coin du changement climatique. C'est un tournant pour la société, pour l'humanité, pour la nature, pour toute vie sur Terre. Non pas pour notre planète, mais pour nous, êtres humains. Nous sommes confrontés à une urgence. Et dès lors, comment susciter une nouvelle conscience grâce à nos révélations? Lorsque l'on révèle des affaires d'évasion fiscale, toutes ces richesses volées à la nation que l'on ne peut pas utiliser pour les intérêts publics, pour les défis écologiques, on suscite une nouvelle compréhension de toutes les personnes. L'intérêt d'agir rapidement, avec force et vigueur contre le changement climatique. C'est mon idée, je dirais, générer une nouvelle alliance avec la société. C'est ainsi que nous trouverons une solution. En effet, le travail est de mettre en avant les difficultés. Quand nous révélons de mauvaises nouvelles, c'est un problème pour la société. Mais avec la société, avec cette alliance, nous pouvons
Nous vous avons perdu, Edwy. Donc désolé, nous avons perdu, mais on va passer à Dapo. À Davinod d'abord. Vous avez eu des problèmes. euh, la toxification des informations, que faire, mais il faut aller assez rapidement. Alors, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Et pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les médias sociaux. Je pense qu'il faut encadrer les médias sociaux parce que malheureusement, ils deviennent alliés de ces forces. Et puis, vous savez, aujourd'hui, ces entreprises sont devenues des entreprises qui distribuent des nouvelles. Et il est très difficile de gérer ces algorithmes qui décident en fin de compte de quelles nouvelles il faut mettre en avant, de ce qu'il faut promouvoir, de combien de personnes vont lire telle ou telle chose. Et malheureusement, cela est une opportunité pour la désinformation, pour les mensonges. Et malheureusement, certaines voix sont réduites au silence sur Facebook. Il y a une situation très particulière. Et il y a quelques années, avant que Facebook soit mis sous le feu des projecteurs par rapport à ses agissements dans bon nombre de pays, et en Inde, avec tous les leaks que l'on a eus, eh bien, l'on n'a pas pu promouvoir une nouvelle sur des enquêtes de la caravane au sujet du numéro 2. Et malheureusement, nous perdons Vidnod. Malheureusement, les interprètes ne comprennent plus Vin, monsieur. Alors, je crains que nous ayons perdu monsieur. Je sais. Alors, Maria Teresa, une question. Qu'est-ce qui doit changer si l'on veut que le journalisme de surveillance survive et puisse même fleurir à cette ère? Et d'Apo d'abord. Alors, très brièvement, plusieurs choses à faire, mais une chose en particulier à mes yeux. Il faut construire de nouveaux modèles commerciaux, car sans nouveaux modèles commerciaux, les médias ne pourront aller de l'avant. Je pense qu'il faut aussi trouver une façon d'aller à la rencontre du secteur judiciaire qui aujourd'hui s'entremêle avec l'exécutif. Et le journalisme est considéré comme l'ennemi du judiciaire alors que quelque part on devrait euh, être là pour que ces deux institutions judiciaires et exécutives rendent des comptes en Afrique. D'accord, merci beaucoup. Alors Maria Teresa, pour le mot de la fin. Oui, alors je pense que les grandes plateformes doivent faire partie, je ne sais pas moi, du système parce que elles ont une responsabilité, elles doivent investir. Et si on veut que le journalisme survive, étant donné que ce sont nos plateformes de distribution et qu'on peut les contrôler, eh bien, elles doivent bien mieux endosser leurs responsabilités en vue d'aider à créer un modèle commercial pour le journalisme. Elles ne doivent pas nous donner d'argent car voilà, on ne doit pas dépendre d'elles, on doit préserver notre indépendance, mais il est important de trouver ensemble avec ces plateformes des solutions pour créer une façon de soutenir le journalisme. Et ensuite, je pense qu'il est important de pousser pour plus de transparence partout. Car la transparence aidera tous les journalistes à accéder les informations occultées, ces informations cachées par les pouvoirs. Et donc pour moi, il faut une coalition en faveur de la transparence, une coalition mondiale qui permettrait de faciliter nos travaux et de nous rendre bien plus efficaces aussi. Merci beaucoup à toutes et à tous.
Ce panel a été des plus enrichissants. Nous avons légèrement dépassé notre temps prévu, mais le public a semblé grandement apprécier cela. Merci, merci d'avoir permis de parler de ce pessimisme, de ces lueurs d'espoir et aussi merci d'avoir mis en avant ces structures qui mettent des bâtons dans nos roues, mais aussi merci à vous d'avoir montré qu'il y a des possibilités pour le journalisme d'investigation. Maintenant, je voudrais demander à ce grand homme David Kaplan de clore ce panel. Merci à toutes et à tous pour ces apports des plus brillants. Merci pour ces réponses éloquentes. Merci aussi pour toutes ces métaphores dont j'ai pris bonne note dans mon petit cahier. Monsieur Kaplan, à vous. Sheila, fabuleux. Merci. Je pense que si on n'était pas en ligne, vous entendriez maintenant 400 personnes vous applaudir. Cet échange a été inspirant, difficile, sobre, enrichissant. J'ai tenté de tweeter quelques éléments, mais on a entendu tellement de choses à citer de la part de nos 5 orateurs qu'il a été très difficile de choisir. Tous, vous avez démontré qu'un seul individu peut faire la différence. Vous avez tous et toutes fait des choses fabuleuses dans vos pays, vos régions. Et le journalisme et notre monde se portent mieux grâce à vous. Donc merci du fond du cœur. Et Maria Teresa Vinot, Dapo, Sheila, Edoui, vous avez été fabuleux. Merci. Merci de la de la part de la conférence internationale. Merci de la part du réseau international. Nous avons rassemblé près de 400 personnes aujourd'hui qui nous ont suivis. Très brièvement, une petite note. Ici, nous n'avons qu'une seule session aujourd'hui, mais nous avons quelques 80 sessions de prévues. Et demain matin, nous commencerons tôt, heure des États-Unis, bien entendu, à 8h15, donc vers midi en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, et en fin d'après-midi, en soirée, en Asie-Pacifique. Alors c'est un programme mondial, donc suivez-nous aussi. Donc mardi, fuseau horaire des États-Unis, Afrique, Europe, Moyen-Orient, mercredi, Asie-Pacifique jeudi et vendredi, on revient donc au prime time, si je puis dire. Demain, nous aurons donc 18 sessions et merci du fond du cœur à tous ces journalistes de leurs apports. Merci à toutes et tous. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, les interprètes vous souhaitent une belle après-midi. Au revoir.